la construction narrative se faisait sur cette évolution des personnages, donc à travers le personnage de Xena, mais à travers le personnage aussi de sa compagne Gabrielle, de sa compagne de chemin et de sa compagne, bon, ça, on va en discuter plus tard, je pense, au sens amoureux ou au sens d'âme-sœur du terme. Alors effectivement, Mélanie, ce personnage de Xena, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Vous avez dit, hein, l'idée qu'il soit vraiment en quête de rédemption. Comment est-ce que finalement les showrunners sont arrivés à en faire quelqu'un d'essentiel, j'allais dire, quelqu'un qui est tiré, vous l'avez dit, hein, de la série Hercule, et puis qui a sa série à part entière, et une série à part entière qui fonctionne très bien, hein, puisque il y a eu jusqu'à 5 saisons. Il y a eu 6 saisons même. Donc oui, ça a duré assez longtemps quand même. Alors, ce qui était intéressant, c'est que donc je l'ai dit, hein, c'est une série des années 90 qui est typique dans la construction narrative de ce temps-là, mais c'est une série qui est singulière aussi dans le paysage des années 90. C'est-à-dire que pour une des premières fois, on a un personnage principal féminin, un lead féminin dans une série. On pourrait dire même qu'il y a 2 personnages principaux féminins, hein, Xena et Gabrielle. Hein, c'est un couple qui fonctionne ensemble dans toute la série, hein, puisqu'elles se rencontrent dans le premier épisode, et on va les suivre dans leur évolution jusqu'au dernier épisode. Et c'est un personnage de guerrière qu'on pourrait dire badass. Alors, il y a une évolution aussi du personnage de Gabrielle, hein, parce qu'elle commence fille de paysanne, elle va suivre Xena dans ses aventures et elle va s'affirmer de plus en plus jusqu'à devenir elle-même une guerrière aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 personnages féminins principaux, elles n'ont pas d'hommes autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figures tutélaires masculines qui vont les contrôler, les dominer ou leur dire ce qu'il faut faire. Parce que par exemple, il y avait, comme autre série, il y avait Drôle de Dame, qui est aussi centrée sur des personnages féminins, mais elles avaient la figure tutélaire de Charlie, qui leur disait quoi faire et qui était là toujours au-dessus d'elles. Là, ce n'est pas le cas avec Xena. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, Mélanie, maintenant, ce qui est intéressant, justement, hein, outre le personnage, c'est de parler de la diffusion parce que on est dans cette série Xena sur une diffusion qui est assez particulière, notamment aux USA. C'est l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la syndication. Alors, est-ce que vous pourriez, Mélanie, vous, en tant que spécialiste de l'information, de la communication, nous rappeler peut-être aux auditeurs les enjeux essentiels de ces différents types de diffusion qui se sont mis en place d'abord aux États-Unis dès cette époque-là, dès les années 90, et qui ensuite ont essaimé partout à l'échelle mondiale. Alors effectivement, Xena, c'est né dans les années 90, donc ça on l'a dit, et c'est un système de diffusion qui est particulier pour une série. Alors je vais revenir sur, alors très schématiquement, hein, parce qu'il faudrait aller beaucoup plus en profondeur, bien évidemment, sur les systèmes de diffusion aux États-Unis. Il y a 2 grands systèmes qui s'affrontent, si j'ai envie de dire. Donc il y a le système des networks américains. Donc les networks, c'est les chaînes, on va dire, historiques, donc elles sont au nombre de 5 aujourd'hui. C'est ABC, NBC, CBS, CW, Fox. Alors, les 3 premières, c'était ABC, NBC, CBS. Après est apparu Fox en 86 et CW plus tardivement. Donc, ces chaînes, elles fonctionnent avec les systèmes de vente d'espaces publicitaires. Donc, plus il y a de publicité qui est vendue, plus la chaîne va pouvoir produire des nouveaux contenus et produire des séries télé. Donc, les séries télé qui sont diffusées sur ces chaînes peuvent être malheureusement annulées à n'importe quel moment si il n'y a pas suffisamment de public et donc s'il n'y a pas suffisamment d'espaces publicitaires qui peuvent être vendus. Donc, c'est pour ça que certaines séries sont annulées comme ça du jour au lendemain. Et de l'autre côté, on a le système du câble. Et sur le câble, ça fonctionne. Alors, le câble traditionnel est le câble premium, dont dépendent par exemple HBO et Showtime. Et sur ce câble, c'est plutôt par système d'abonnement que ça va fonctionner. Et donc, il y a une liberté de ton et une liberté narrative qui est beaucoup plus importante pour les showrunners et les producteurs de séries. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les systèmes de network, en général, les séries,
Elle compte 26 épisodes, ce qui est beaucoup en nombre d'épisodes. Alors, entre 24 et 26 épisodes. Sur le câble, c'est plutôt des schémas à 13 épisodes. Alors, c'est caricatural aussi, parce que bien évidemment, il y a des exceptions et ça bouge de plus en plus, et notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu, ce genre de choses. Donc, il y a des adaptations un peu plus souples du côté des networks et du câble. Et donc, Xena, c'était un système de diffusion encore différent, puisque c'était donc en syndication. Et en syndication, c'est-à-dire que les producteurs ont vendu les contenus, donc ont vendu la série, à différentes chaînes de diffusion, et en différentes chaînes de diffusion locales. Alors, c'est assez populaire aux États-Unis. Par exemple, sur Alerte à Malibu, la série avait été annulée par ABC, et ils avaient décidé de la diffuser ensuite comme ça en syndication. Et en général, les séries, elles passent de fait en syndication quand elles atteignent la barre de diffusion des 100 épisodes. Donc, c'est pour ça que la plupart des séries cherchent à avoir cette barre de diffusion des 100 épisodes, parce que ça leur donne le moyen ensuite de continuer à faire vivre la série dans ce mode de diffusion. Sauf que Xena, voilà, c'était dès le départ ce mode spécifique de diffusion. Vous aviez parlé tout à l'heure, Mélanie, de quelque chose de très intéressant, de ce côté série qui est presque devenu, on peut le dire, une série culte des années 90. C'est justement, vous avez commencé à l'évoquer, parce que c'est une série, même si ça a été un spin-off, qui a mis en avant un certain nombre d'innovations, notamment d'innovations à la fois sur la façon de tourner la série, mais aussi sur le fond. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect-là qui a fait que Xena est devenue véritablement une des grandes séries des années 90? Alors, la première évolution, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, c'est donc effectivement les 2 leads féminins sans figure tutélaire masculine. Donc ça, c'est une des premières innovations. On va le voir après avec Buffy, par exemple. Quoique Buffy avait quand même des figures tutélaires, avec Giles, par exemple. Mais bon, ça va entraîner ensuite des séries, et aujourd'hui comme Lost Girl ou Wynonna Earp. Donc ça, c'est une première innovation. La deuxième innovation, pour moi, elle est une innovation esthétique. Parce que là, on pourrait dire qu'on est dans une esthétique kitsch, talk, camp, qui est complètement assumée par les producteurs. Et d'ailleurs, ils en jouent terriblement dans la série. La série est entrecoupée d'épisodes, on va dire, sérieux, et sur justement cette quête de rédemption des personnages ou l'évolution des personnages, et d'épisodes comiques qui vont être totalement dans l'exagération, dans le kitsch absolu. Et là, on est vraiment dans cette esthétique qui est revendiquée. Alors, elle est revendiquée par les producteurs parce qu'ils aimaient ça. Il faut rappeler, on ne l'a pas dit précédemment, mais qu'un des producteurs était Sam Raimi. Et Sam Raimi était déjà fan de ces genres d'esthétique complètement exagérés, on va dire. Donc, il a injecter ça dans Xena, mais il y avait aussi la question du budget, donc il y avait un budget qui n'était pas énorme pour la série, donc il fallait faire avec, et puis du coup les effets spéciaux étaient un peu, c'est ça, en toc, mais ça participe de l'originalité de la série, et c'est ce qui fait aussi son charme et qui l'a rendu culte, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est certaines des innovations. L'innovation, mais on va en parler peut-être plus en détail après, c'est sur le sous-texte lesbien assez prononcé aussi, assez prononcé de la série. Donc ça serait intéressant de revenir un peu plus en détail là-dessus, mais c'est une des premières séries qui a mis en scène aussi ce sous-texte lesbien qui devient de plus en plus marqué au fil des saisons pour arriver à la saison 6 où là c'est vraiment implanté dans la série. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on y reviendra. Moi, ce que je trouve aussi quand on regarde Xena, et peut-être même le re-regarder aujourd'hui, quelques années après, c'est l'idée, vous avez dit, cette esthétique un petit peu kitsch, mais aussi cette idée qu'il y a une véritable détournement de la mythologie et de l'histoire à travers des héros qui sont mis en avant, qui sont filmés, parfois même on peut dire qui sont réutilisés. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça, de cette vision un petit peu peut-être même décalée de l'Antiquité d'ailleurs?
Décalé, oui, c'est le mot, on va dire. Donc oui, Xena, le principe, c'est que donc elle va rencontrer, c'est dans la Grèce, enfin, soi-disant, c'est comme Hercule, hein, dans la Grèce antique, et ils vont jouer donc sur ces codes un peu et sur ces mythes, puisque dans plusieurs épisodes, donc Xena va rencontrer par exemple Ulysse, va se balader sur les Champs-Élysées, va rencontrer Jules César. Enfin voilà, donc il y a plusieurs épisodes narratifs qui vont détourner ces codes de la mythologie. Et donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi innovant, on pourrait dire, avec Xena, c'est qu'on a un mélange des genres. Donc c'est comme si on prenait un checker et hop, on mélange un peu tout et on va mettre Xena au milieu de ses aventures. Donc moi, un de mes épisodes favoris, c'est justement celui qui va retravailler, entre guillemets, les ides de Mars, donc le jour où Jules César se fait assassiner. Et donc dans cet épisode, on apprend que c'est Xena qui est à l'initiative de l'assassinat de Jules César. Donc on met toujours Xena en position de c'est elle qui a l'initiative des aventures. Donc là, c'est elle qui a l'initiative du meurtre de Jules César. C'est elle qui va être à l'initiative des aventures d'Ulysse. C'est elle qui va être à l'initiative de la chute des dieux gréco-romains. Donc on prend cette mythologie et on la retravaille, on la remixe, on la détourne pour raconter les aventures de Xena et Gabriel. Donc c'est vraiment aussi un héritage, on pourrait dire, de cinéma de quartier. Hein. Ces sous-genres, ce mélange des genres, cette heroic fantasy un peu décadente, un peu décalée. Il y a aussi quand même cette idée qui est très, moi je trouve très très intéressante, c'est qu'on a des aspects comme ça, comme vous l'avez dit, Mélanie, de l'Antiquité, où on mélange beaucoup d'aspects qui, sur la durée, ne se passent véritablement pas en même temps, hein, puisque vous avez dit, on a des héros qui rappellent à la fois la Grèce, la Rome antique, vous avez parlé de l'épisode des Ides de Mars, mais il y a aussi l'idée de l'apparition du christianisme, par exemple, qui est là avec une opposition face aux dieux gréco-romains. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mélanie? Alors, effectivement, la religion a une place centrale quand même dans Xena, puisque donc voilà, on a au départ ces dieux gréco-romains, et notamment la figure de Arès, hein, qui pour Xena est à la fois un amant potentiel, son ennemi, et puis qui va devenir peu à peu son allié, jusqu'à la sauver à un moment donné, avant la chute des dieux gréco-romains. Donc, on a ces figures-là qui sont ultra présentes dans les premières saisons et contre lesquelles Xena va se battre plusieurs fois, hein, même si elle a quelques alliés dans le Panthéon. Et petit à petit, on va avoir une évolution de cette vision de la religion vers des choses un peu plus mystiques, hein, donc vers des choses un peu plus vers les religions asiatiques, par exemple. Puis, on va avoir aussi l'apparition de la chrétienté avec la figure de Eli qui apparaît dans la saison 4 et qui va être la figure christianique par excellence. Donc on a cette évolution on passe d'un polythéisme assez évident vers un monothéisme dans les dernières saisons de la série. Donc la religion est quand même assez centrale dans les thématiques de la série. Et c'est porté souvent par la figure de Gabrielle, du personnage de Gabrielle, parce que c'est elle qui va suivre, par exemple, Eli, c'est elle qui va se former aux mystiques et aux religions asiatiques. Donc c'est plutôt sur ce personnage que c'est focalisé, cette évolution de la religion. Xena, véritablement, princesse guerrière, comme vous l'avez dit, princesse guerrière dans un monde qui apparaît à la fois très troublé. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine vision aussi un peu, presque parfois caricaturale de l'Antiquité à travers cette série? Ah oui, complètement. Hein. De toute façon, c'est caricaturé, c'est détourné, c'est décalé, c'est tout ce que vous voulez hein, de ce côté-là. Et c'est, encore une fois, c'est totalement assumé par les producteurs, par les scénaristes. Hein. Donc, comme je disais, c'est vraiment un mélange des genres, l'héritage du cinéma de quartier. On est dans le sous-genre de l'heroic fantasy et aussi, comme Hercule, du péplum. Donc, il y a tout ça qui se mélange. C'est vraiment un checker, mais on est dans un
comment on pourrait dire, un laboratoire d'idées aussi, d'idées narratives, d'idées scénaristiques, d'idées esthétiques, d'idées de représentation, puisqu'on va y revenir, mais sur les représentations de ces deux personnages féminins, c'est assez fort et puissant. Donc, il y a tout ça qui se mélange dans Xena, et c'est ce qui a forgé aussi le caractère culte de la série auprès des publics. Alors justement, par rapport à cette question-là, on va l'aborder. Moi, j'aurais juste avant une petite question sur l'esthétique, mais sur l'esthétique, on va dire, des costumes, de la façon dont l'Antiquité est vue à travers cette série-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'il y a un véritable parti pris d'esthétisation justement de l'héroïne avec la mise en valeur de son corps, qui va d'ailleurs, vous allez nous le dire, découler sur une véritable idée qu'il y a des fanfictions qui vont se mettre en place autour notamment de fans lesbiennes sur ça. Mais au départ, le parti pris, c'est quand même de montrer une princesse guerrière avec un corps qui est un corps à la fois très beau et puis très musclé, très sportif. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mélanie? Alors effectivement, le personnage de Xena qui est joué par Lucy Lawless, qui a un statut assez culte aussi auprès des fans de genre, donc d'heroic fantasy, science-fiction, puisqu'elle a joué aussi dans Battlestar Galactica, je précise, ensuite. Donc ils ont pris ce personnage qui a un corps ultra féminisé, là, pour le coup, effectivement, et qui va être encore plus féminisé, voire érotisé par le costume en cuir qu'elle a et qui fait apparaître tous ses atouts féminins, on va dire. Donc, il y a d'un côté ce corps ultra féminisé, ultra érotisé, et d'un autre côté, le personnage qui est construit et qui est, encore une fois, un personnage badass féminin qui n'a pas besoin des hommes pour s'affirmer, qui n'a pas besoin des hommes pour avancer, qui était un personnage de méchant en quête de rédemption. Donc là, on a une opposition de style et de fond, on va dire. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la série, c'est travailler sur ces codes, justement, vestimentaires, sur cette ultra-érotisation des personnages, mais apporter du fond quand même de point de vue narratif sur ces mêmes personnages. Il faut pas oublier que Xena, c'était quand même au départ une série une série familiale, quand même. Après, il y a eu effectivement différents publics qui ont rendu la série culte, mais au départ, c'était une série familiale. Et d'ailleurs, sur TF1, en France, c'était diffusé sur TF1 le samedi après-midi à 1 heure de grande écoute. Alors justement, vous allez arriver maintenant à la question peut-être de la réception de cette série. Vous avez commencé à l'aborder avec l'idée de véritablement, qui n'est sans doute pas l'idée au départ de toucher un public comme ceci, mais il y a un culte qui est voué autour de cette série, alors notamment dans les milieux LGBT et particulièrement avec des fans lesbiennes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mélanie, autour des deux grands personnages, vous l'avez dit, de Xena et de Gabriel? Alors, Xena, c'est vraiment une série qui va jouer sur la polysémie du texte, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs interprétations du texte par plusieurs publics. Bon, c'est le principe même de la réception, j'ai envie de dire. Mais là, ça va vraiment jouer là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Xena est aussi apparu au début d'Internet et au début des forums de discussion d'Internet. Donc, il y avait plusieurs forums de discussion sur Usenet, par exemple, qui permettaient aux fans déjà de se rencontrer, de discuter de la série, de créer des communautés, de créer des sous-communautés d'intérêt par couple. Donc, il y avait des couples, les fans du couple Xena Ares, les fans du couple Xena Gabriel. Donc, il y avait ces conversations qui commençaient à naître, tout comme pour la série Aux frontières du réel, mais c'était déjà le cas, par exemple, pour Xena. Donc, ça, c'est intéressant de voir que Internet a participé aussi du caractère culte de la série. Alors, effectivement, sur ces deux personnages féminins principaux, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se rencontrent au premier épisode et elles vont plus se quitter en fait jusqu'au dernier épisode. Et les fans, et en particulier les fans LGBTQ, ont senti le potentiel de ces deux personnages et ont commencé à écrire des fanfictions, à discuter sur les forums Usenet sur cette relation
entre les deux personnages et à pointer dans tous les épisodes les moments où une relation amoureuse pouvait être vue en fait. Donc à chaque fois qu'elle se frôlait la main, à chaque fois qu'elle se regardait d'une certaine façon, des bouts de dialogue qui pouvaient contenir des sous-entendus. Et ce qui est intéressant donc, c'est que les producteurs ont peu à peu joué, les producteurs et scénaristes, hein, ont peu à peu joué avec ça, et on peut à peu intégrer plusieurs justement clins d'œil pour cette communauté LGBTQ dans les scénarios jusqu'à la dernière saison où cette relation est vraiment déclarée en fait, hein, où on comprend que effectivement Xena et Gabriel sont un couple. Alors, ce qui est intéressant dans la série, et donc je l'ai dit, hein, c'était une série familiale. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait que les scénaristes, pour que les deux personnages s'embrassent, par exemple, pour les voir s'embrasser à l'écran, il fallait que les scénaristes jouent avec des codes narratifs. Et à chaque fois que les deux personnages s'embrassent, c'est soit qu'un des personnages habite le corps d'un homme, donc elles s'embrassent, ou alors elles doivent se sauver de la noyade et elles s'embrassent. Voilà. Donc il y avait des codes comme ça scénaristiques pour faire s'embrasser les personnages, jusqu'à la saison 6 où elles s'embrassent plusieurs fois réellement. Donc il y a toute une culture fan LGBTQ qui a contribué à porter Xena au rang de série culte et notamment au rang de série culte au niveau des représentations lesbiennes et des représentations queer aussi, on pourrait dire. Alors, ce qui est justement très intéressant là-dessus, hein, en termes d'innovation, c'est cette idée, vous l'avez dit, on est sur une diffusion très large pour du grand public et on arrive dans les années 90, ce qui n'est pas gagné encore à l'époque, à faire passer certaines idées, même si au départ c'est de façon détournée, vous l'avez très bien montré là-dessus, mais c'est vrai que samedi après-midi, se retrouver en France sur TF1 qui a une heure de grande écoute, avoir des thématiques comme ça, c'est quand même quelque chose qui était assez intéressant et je pense, vous allez peut-être infirmer ou confirmer ça, mais je pense que c'est ce qui a fait que Xena a été une des grandes séries cultes de la période. Oui, alors sur la diffusion française, c'est un tout petit peu différent parce que donc c'était diffusé sur TF1 à une heure de grande écoute et en fait ils ont édulcoré les dialogues. C'est-à-dire que sur les traductions et sur le doublage, ils ont un peu édulcoré les dialogues. Donc il y avait moins sur les dialogues, il y avait moins ces clins d'œil et ces références au fait que Gabriel et Xena étaient un couple lesbien. Donc en France, c'était encore plus pour les initiés, j'ai envie de dire, hein, puisque là, il y avait des choses qui avaient été édulcorées, qui étaient passées un peu à l'as hein, sur cette relation de couple. Par contre, aux États-Unis, donc c'était bien mis en avant et encore une fois, les scénaristes, de plus en plus au fil de la série, écrivaient en imaginant Xena et Gabriel comme un couple réel. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires hein, dans la série où Xena a un enfant et Gabriel l'adopte pratiquement, donc elles sont en couple avec un enfant, donc ça c'est dans la saison 5, si je me rappelle bien, où elles se sacrifient l'une pour l'autre par amour, et elles le disent plusieurs fois, elles se sacrifient mais elles reviennent à la vie, il ne faut pas vous inquiéter pour ça, et elles se déclarent leur amour à chaque fois, donc voilà, c'était vraiment de plus en plus intégré. Alors, ce qui est intéressant sur la relation aussi entre producteurs et fans, c'est que certains fans ont participé à l'écriture de certains épisodes, et notamment de certains épisodes de la saison 6. Par exemple, il y en a un qui s'appelle When Fates Collide, qui est pratiquement une fanfiction sérielle, hein, puisqu'on voit les deux personnages, c'est une réécriture de leur rencontre en réalité hein, entre Xena et Gabriel, et qui a été écrite par une fan qui écrivait justement des fanfictions et qui avait tapé dans l'œil des producteurs et des scénaristes. Alors justement, hein, ce qui est très intéressant, Mélanie, de voir là-dessus aussi, pour voir la réception auprès du public, c'est qu'on a une véritable idée de
de produits dérivés qui vont ensuite inonder le marché avec notamment des figurines Xena très à la mode dans les années 90. Véritablement, là aussi, vous l'aviez déjà dit par rapport à Battlestar Galactica, mais les séries qui sont deux grandes séries de l'époque ne se contentent pas du phénomène sériel et touchent d'autres domaines. Alors effectivement, Xena, alors il y a moins eu de transmédia storytelling autour de Xena, mais il y a des choses qui ont été faites, bien évidemment. Alors des choses qui ont été faites du côté du public, hein, puisque ils contribuaient à renforcer l'univers de la série, renforcer l'univers des personnages, leur passé, leurs relations, à travers donc effectivement ces fanfictions multiples et variées. Et d'ailleurs, si on va sur fanfiction.net, on peut se rendre compte que des fans écrivent toujours aujourd'hui des fanfictions autour de Xena. Hein, donc, le culte et le fandom n'est pas mort, hein, bien évidemment, autour de Xena. Il continue à vivre. Il y a beaucoup de sites internet aussi qui ont émergé à cette époque pour archiver tout ce qui était possible d'archiver sur la série, sur les personnages, sur les productions de fans. Alors, je me rappelle, pendant ma thèse, j'avais interrogé une fan qui avait mis en place un site internet qui était assez important dans la communauté Xena et qui archivait notamment toutes les fanfictions homo-érotiques qui ne pouvaient pas trouver de place ailleurs. Et donc, elle avait ce souci de patrimonialisation, j'ai envie de dire, de la série. Et le site existe encore, hein, je suis allée voir tout à l'heure. Il s'appelle Whoosh, en référence au son que fait le chakram de Xena quand elle le lance en l'air. Donc, il y a tout ce travail des fans qui est assez important. Et effectivement, ensuite, on pourrait dire que Xena aussi a traversé la culture populaire dans le sens où il y a énormément de références à Xena dans d'autres œuvres de la culture populaire et notamment dans d'autres séries télévisées contemporaines. Alors, j'ai des exemples comme ça. Dans un épisode de CSI Las Vegas, hein, donc le premier CSI de la franchise, une meurtrière va se prendre pour Xena et va tuer avec une épée. Donc là, on a une référence assez frontale, j'ai envie de dire. Xena est apparue aussi dans l'épisode Halloween des Simpsons, et d'ailleurs, elle est doublée par Lucy Lawless, donc ça, c'est la consécration ultime d'être simpsonisée, j'ai envie de dire. Dans un épisode de Six Feet Under, un des personnages déprimés regarde un épisode de la saison 6 de Xena. Dans Buffy, Willow fait des références aussi à Xena, donc là, on a un peu l'héritage, en fait. Hein. Donc, Buffy va mentionner la figure tutélaire de Xena. Hein. Et il faut savoir aussi que Quentin Tarantino est un grand fan de la série et le personnage de Kido dans Kill Bill est inspiré de Xena. Donc il était assez fan, ce qui n'est pas étonnant hein, parce que son cinéma est aussi un cinéma de mash-up, de mélange de genres, hein, et notamment dans Kill Bill, hein, c'est des mélanges de genres assez flagrants. Donc c'est pas étonnant qu'il aime une série qui fasse ressortir les côtés extravagants, qui fasse ressortir le côté kitsch et camp et qui fasse ces mélanges de genres esthétiques et narratifs. Oui, effectivement, hein, Xena produit d'une époque des débuts d'Internet où véritablement il y a eu une fan zone qui s'est développée grâce au premier contact d'Internet. Et là aussi, on voit que à partir peut-être de cet exemple de Xena, dans les années 90, certaines séries prennent une autre dimension. Oui, oui, oui. Donc j'ai donné l'exemple aussi de Aux frontières du réel, hein, mais Aux frontières du réel, c'était exactement le même schéma que Xena, c'est-à-dire que les discussions elles sont apparues sur des forums Usenet et ça a permis aussi de construire ces communautés de fans. Alors bien évidemment, je précise quand même que les communautés de fans, elles existaient avant Internet, hein, naturellement. Hein. Ça remonte à très longtemps avant, mais Internet a permis une construction beaucoup plus aisée des communautés de fans qui brisaient les frontières géographiques, par exemple. Et donc, effectivement, Xena est un produit aussi de cette construction des communautés de fans. Et ce sont ces communautés de fans qui ont porté Xena à un statut culte. Un statut culte, alors sur encore l'esthétique, sur la narration, sur les représentations.
Après, il faut bien préciser aussi que une communauté de fans, tout n'est pas tout beau et tout rose, hein. Il y avait des clashs entre des sous-communautés, entre ceux qui étaient plus pour la relation entre Xena et Ares et ceux qui étaient plus, ou celles qui étaient plus pour la relation entre Xena et Gabriel. Donc il y avait des sous-communautés à l'intérieur de la communauté de fans. Tout comme pour Aux Frontières du Réel, il y avait ceux qui étaient plus centrés sur la relation entre Mulder et Scully et ceux qui étaient plus concentrés sur la conspiration dans la narration de la série. Donc effectivement, ces communautés de fans, elles participent au statut culte de la série, elles participent aussi à la visibilité de la série, hein, puisque en produisant des contenus, en produisant et en les faisant circuler à l'intérieur de leur communauté, mais aussi à l'intérieur de la sphère publique, hein, elles participent à la visibilité de la série et elles participent à la promotion aussi de la série, finalement. C'est pour ça que les producteurs aussi, autour de Xena, ils venaient discuter dans les forums Usenet avec les fans. Ils n'hésitaient pas à s'intégrer à ces communautés de fans, discuter avec eux aussi. Bien, Mélanie Mroda, merci pour cette analyse de Xena qui montre bien véritablement, hein, c'est aussi votre spécialité, sur la réception des séries. C'est très intéressant de voir comment on peut s'approprier une série et les phénomènes à la fois sociologiques qui en retournent sur une série finalement qui au départ était prévue pour n'être qu'un spin-off et qui a presque, en termes de ressenti, de retour, dépassé le Hercule, hein, je pense, là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Vous avez fourni une bibliographie qui est disponible sur le site internet histoireensérie.com et comme d'ailleurs les résumés et les bibliographies et les présentations des intervenants de toutes les autres émissions. Et aussi, vous pouvez trouver des liens pour aller écouter les anciennes émissions sur YouTube notamment. Ça sera disponible aussi le résumé sur notre partenaire nonfiction.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Mélanie, pour cette présentation et à vous dire à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.